Le gouvernement burkinabé a décidé de retirer les permis d'exploitation de 4 mines dont Perkoa, Guiro et Kalsaka pour non-respect des conventions. L'annonce a été faite par le ministre chargé des mines et des carrières au sortir des travaux du Conseil des ministres. Des décisions ont également été prises au titre du ministère de l'Agriculture. Le point des travaux du Conseil des ministres en début de journal. Les cours sont suspendus dans les universités publiques du Burkina pour 48 heures à compter de ce mercredi 8 novembre. Un mot d'ordre de grève de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina. Les étudiants demandent entre autres la suspension du nouveau régime d'études en licence et master. Nous serons à l'université Joseph Kizerbo pour ce premier jour de grève. Le procès à fait Charbonfin se poursuit au tribunal de grande instance Ouaga 1. L'audience de ce mercredi a été consacrée aux interrogatoires avec les experts. Le parquet a fait observer des insuffisances dans le rapport d'expertise judiciaire. Le compte-rendu de l'audience dans un instant. Bonjour et merci de suivre cette session d'information de la mi-journée. Le gouvernement burkinabé retire les permis d'exploitation des mines de Perkoa, Guiro, Yéhou et Kalsaka. Le gouvernement justifie cette décision par des insuffisances de mise en exploitation de ces mines. Le permis de la mine de Guiro sera remis à la disposition de la PEC pour la relance des activités. L'annonce a été faite par le ministre des Mines et des Carrières au sortir des travaux du Conseil des ministres. Le point avec Wendasida Kabore. Le Conseil des ministres de ce mercredi 8 novembre a autorisé le retrait de 4 permis d'exploitation de mines. Il s'agit de la mine de Perkoa, de Guiro, de Yéhou et de Kalsaka. En ce qui concerne la mine de Perkoa, elle a eu des difficultés à reprendre ses activités après l'incident survenu en 2022. Le permis d'exploitation retiré sera remis à un nouveau preneur, a expliqué le ministre des Mines, Simon-Pierre Boussim. Il y avait eu donc cette situation, cette crise qui a donc secoué la mine de Perkoa. Et l'État, malgré les efforts d'accompagnement, la mine n'a pas pu reprendre ses travaux. En novembre 2022, la justice a ordonné la liquidation de la société Nantou Mining et les dispositions du code minier en son article 99 nous permet en ce moment de retirer ce permis pour effectivement permettre de reprendre cette mine en cherchant donc un nouveau repreneur. Il y a aussi la petite mine de Guiro qui a été effectivement arrêté en 2015 et repris en 2016, mais la mine n'a plus connu d'exploitation depuis 2018. La société donc Comet Ressources qui a repris cette mine n'a pas avisé aussi l'administration sur l'arrêt de ses travaux et mieux, elle ne paye plus ses taxes et redevances. Concernant la mine de Guiro, le ministre a indiqué qu'elle n'a plus connu d'exploitation depuis 2018. Son permis donc retiré sera mis à la disposition de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Il y a enfin le permis d'exploitation de la grande mine d'or de Kalsaka qui a été rétrocédé au groupe Balagi. Cette société n'a pas non plus exploité la mine depuis qu'elle a été rétrocédée. Et nous avions donc adressé des mises en demeure à la société pour lui demander de justifier ses capacités techniques et financières de pouvoir poursuivre les activités. Dans la réponse donc de la société, il a été clairement ignoré les volets liés aux capacités techniques. Et nous avons donc pris conscience que cette société ne pourra pas relancer les activités donc de la mine de Kalsaka parce qu'elle n'a pas prouvé sa capacité financière et technique. Et ce sont donc ces arguments qui ont prévalu à ce que le Conseil autorise effectivement le retrait du permis d'exploitation de la grande mine d'or de Kalsaka.
La mine de Yéhou n'a malheureusement pas connu une exploitation de 2015 à 2017. La demande de renouvellement du permis incomplète a été jugée irrecevable. La mine de Kalsaka est restée aussi inexploitée depuis qu'elle a été rétrocédée au groupe Baladi, a expliqué le ministre Simon-Pierre Boussim. De ces travaux du Conseil des ministres, il ressort également que des créanciers doivent 11 milliards de francs CFA à la Société d'aménagement des terres et de l'équipement rural, des crédits qui entrent dans le cadre de l'acquisition de tracteurs et autres équipements agricoles. Le gouvernement a donc pris des mesures pour le recouvrement de ces créances. Le ministre de l'Agriculture nous donne plus d'explications dans cet extrait. Il faut un peu rappeler le contexte. Il y a de cela quelques semaines, le gouvernement a adopté ici même l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 qui, dans sa mise en œuvre, nécessite un certain nombre d'investissements en lien avec la mécanisation agricole. La Société nationale d'aménagement des terres et de l'équipement rural étant un des maillons essentiels dans cette dynamique, il était important de faire un état des lieux au niveau de cette société et de voir l'ensemble des actions à mener pour renforcer les capacités de la société, à même de renforcer les mesures à prendre au niveau de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Il faut faire un rappel historique. Il y a de cela quelques années, en 2008, il y a le programme de développement de la mécanisation agricole qui avait été mis en place et qui a conduit 2 opérations essentiellement dans le cadre de la mécanisation agricole à travers le fonds de l'eau et de l'équipement rural qui avait pu mettre en œuvre ces 2 opérations. Le fonds de l'eau et de l'équipement rural a par la suite donné naissance à la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural en 2014 qui à son tour a mené un certain nombre d'opérations de mise à disposition de tracteurs au profit des producteurs. Il y a eu 4 opérations qui ont été menées dans ce cadre-là. Une première opération de 500 tracteurs en 2017, une deuxième opération de 400 tracteurs équipés en 2019, une troisième opération de 500 tracteurs équipés en 2021 et d'autres équipements agricoles ont également été mis à disposition des différents producteurs. La mise en œuvre de ces différentes opérations a engendré des créances au niveau de la Sonaterre dues par des créanciers clients qui ont dû prendre ces tracteurs qui étaient subventionnés à hauteur de 40 à 60% et dont les remboursements n'ont pas pu être effectifs à ce jour. Nous avons donc présenté le dossier au Conseil qui a instruit que des mesures fortes soient prises dans le sens du recouvrement de ces créances auprès des créanciers clients. L'ensemble de ces créances monte à un montant total de 11 milliards environ, et dont la somme des créanciers clients tourne autour de 4 milliards 061 968 097 francs CFA. Le Conseil a donc instruit qu'au niveau des structures qui doivent cet argent-là, que des mesures soient prises pour des retenues à la source pour des structures qui bénéficient de subventions. Il a également été instruit que de manière ferme, dans les jours à venir, il soit procédé à la publication de l'ensemble de la liste de ces différents débiteurs. Et pour les particuliers qui sont également débiteurs au niveau de la Sonaterre, que des mesures soient prises également pour des retenues à la solde au niveau de ces particuliers-là. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso a entamé une grève de 48 heures. Les cours sont donc suspendus dans toutes les universités publiques du Burkina Faso pour exiger la satisfaction de sa plateforme revendicative. La FESIBF demande, entre autres, la suspension du nouveau régime d'études en licence et master et la mise en œuvre de solutions concrètes pour mettre fin aux retards académiques. L'ambiance de ce premier jour de grève à l'université Joseph Kizerbo avec Sanata Séré. On négocie pas ici. Aujourd'hui, pas de cours à l'université Joseph Kizerbo. Répondant ainsi favorablement à l'appel de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF, les étudiants désertent les amphithéâtres pour 48 heures. Ce mercredi, l'accès aux salles de classe était bloqué aux autres étudiants et professeurs et les récalcitrants sont expulsés de force par les manifestants. Cette association à caractère syndical exige des autorités la satisfaction de sa plateforme revendicative.
L'un des motifs de ce mot d'ordre, selon le secrétaire général national de la FESCIBF, c'est le refus de l'administration à favoriser un cadre de dialogue pour résoudre les préoccupations des étudiants des universités publiques. On a dressé une plateforme revendicative auprès de l'autorité et jusqu'à présent, cette plateforme revendicative n'a pas été prise en compte. Il y a également le fait qu'on a dressé des demandes d'audience auprès des autorités pour pouvoir parler de nos problèmes que nous vivons et il n'y a pas eu ce cas d'échange-là. Alors c'est ça qui a mené la FESCIBF avec l'ensemble des camarades à décider de ce mot d'ordre de 48 heures pour interpeller l'autorité et pour interpeller également l'opinion nationale. Dans sa plateforme revendicative de 7 points, la FESCIBF exige, entre autres, la suspension du nouveau régime d'études en licence et en master, la mise en œuvre de solutions concrètes pour mettre fin au retard académique dans les universités publiques au Burkina Faso et l'installation d'un Wi-Fi de haut débit dans un bref délai au sein des universités publiques. Au moment où on parle jusqu'à présent, on peine encore à trouver un Wi-Fi pour pouvoir gérer toutes nos universités, à savoir l'université de Kizerbo, de UTS et entre autres. Pour nous, si on a un système qu'on appelle l'Islam Master Doctorat, il faut également qu'il y ait la connexion pour nos camarades puissent faire les recherches comme il se doit. Il y a également le fait qu'on a demandé la suspension de 1500 francs qu'on prend sur les réinscriptions au niveau de nos différents camarades dans les différentes universités. Il faut dire qu'actuellement, à part l'université de Joseph Kizerbo qui respecte cela, les autres universités font les réinscriptions jusqu'à présent à 7500 francs. Les 1500 francs, non, on ne comprend pas. Est-ce que l'inscription à l'université était augmentée? Jusqu'à présent, non, c'est tous les 15 500 francs. Donc pour nous, il faut qu'on lève ces 1500 francs. Vous avez dit qu'au départ, l'inscription, les 1500 francs, c'était juste pour entrer la plateforme et la plateforme qui gère les étudiants. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi les inscriptions, on demande encore 1500 francs encore chaque année? Pour nous, c'est une arnaque. Il faudrait qu'on arrête ça le plus tôt possible. À l'issue de ces 48 heures, si rien n'est fait, la FESCIBF entend mener d'autres actions pour se faire entendre. Du reste, elle dit rester disponible pour un dialogue sincère autour des préoccupations des étudiants des universités publiques. Audience du procès affaire Charbon-Fin, les débats sur les résultats de l'expertise judiciaire se sont poursuivis ce mercredi. Il ressort que dans le processus d'exploitation des SACAN, du charbon chargé se retrouve dans le circuit du charbon fin. Conséquence, l'on retrouve plus de quantité d'or dans le charbon fin que la normale. La quantité d'or étant estimée à plus de 300 kg d'or dans la cargaison. Le compte rendu de l'audience avec Abdul Rahim Nyenye. L'audience de ce 8 novembre a été consacrée aux interrogatoires avec les experts. Le parquet fait observer des insuffisances dans le rapport d'expertise judiciaire. Pour le ministère public, d'autres métaux précieux se trouvent dans la cargaison du charbon fin. Pourtant, les experts ne les analysent pas suffisamment. Aussi, il ressort des échanges avec le parquet que le charbon fin représente seulement 34,7% de la cargaison. Chose anormale selon le procureur du Faso. Les avocats de la partie civile sont dans la même dynamique. Ils font observer que la quantité d'or contenue dans le charbon fin, qui est de 765 grammes par tonne, est largement supérieure à la normale, qui est de 63 grammes par tonne. C'est qu'au dire même des experts qui ont été commis par la juridiction, c'est qu'ils ont fini par admettre très clairement que contrairement à ce que Essakan a annoncé exporter, 65% du contenu de la cargaison n'était pas du charbon fin, était autre chose que du charbon fin et contenant de l'or. Ça, c'est une constante qu'ils ont admis. Deuxième chose, ils ont admis que la présence de l'or dans ce qu'il est considéré, dans ce qu'il est convenu de considérer comme n'étant pas du charbon fin, ne pouvait ni être du fait d'un accident, ne pouvait pas être du fait d'une défaillance technique et que ça ne pouvait être que l'hypothèse d'une action intentionnelle de l'homme qui a fait que ce tort se soit retrouvé à cet endroit-ci. Du côté de la défense, les résultats de l'expertise sont vus différemment. Pour les avocats de IAMGOLD Essakan, le parquet n'a pas tenu compte de la spécificité de Essakan. Pour Maître Moumini Kopio, le circuit de traitement de Essakan fait qu'il y a plus d'or dans le charbon fin. L'avocat estime que l'écart, par contre, n'est pas important. Ils ont fait l'analyse par rapport au circuit de production de charbon fin des autres mines. Ils n'ont pas tenu compte de la spécification du circuit de Essakan, où il y a un incinérateur pour incinérer la mine. Donc dès qu'on parle d'incinérateur, le charbon fin passe à l'incinérateur, il est brûlé, il devient plus concentré en teneur d'or. On poursuit Essakan pour fraude. Alors, on estime qu'Essakan a exporté plus
son charbon fin contient plus d'or qu'elle n'a déclaré. Mais les experts ont dit non, la différence est sensiblement dans les marges de 12-15% qui sont tolérées. L'expertise démontre par ailleurs que tous les éléments de la cargaison pouvaient être traités au Burkina Faso. L'audience reprend ce 9 novembre à 9h avec les interrogatoires des experts. La page santé de cette édition s'intéresse à la migraine, un mal qui touche près de 11 millions de personnes dans le monde, dont des adultes et des enfants. Il est important de distinguer le mal de tête qu'on appelle céphalée de la migraine. Pour en savoir davantage, une de nos équipes a rencontré le professeur Anselme Dabilgou, neurologue par ailleurs, chef de service de neurologie au CHU Yalgadou-Ouedraogo. Il nous parle de la migraine, des causes, des conséquences, mais aussi du traitement dans ce reportage signé Mamidriana Kamambo. C'est une maladie neurologique très mal connue du grand public. La migraine touche environ 11 millions de personnes dans le monde. Selon le neurologue professeur Anselme Dabilgou, la migraine est un mal de tête pulsatile causé par les crises. Elle est accompagnée parfois de nausées et de vomissements. Avec des problèmes de photophobie, c'est-à-dire que en regardant la lumière là, ça fait mal aux yeux, ce qu'on appelle la photophobie. Également le bruit là, ça fait très mal aux oreilles, ce qu'on appelle la sonophobie. Donc c'est une maladie neurologique chronique. Bien qu'elle ne dispose de cause, les crises migraineuses sont les conséquences d'une hyperexcitabilité. À en croire le neurologue, ce phénomène est lui-même lié à une prédisposition génétique. On va faire un scanner cérébral, on va faire une IRM cérébrale. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas de cause. C'est certainement un problème génétique, génétique. Parce que dans la famille, il y a un antécédent de migraine. La migraine, tout comme la céphalée, se manifeste par un mal de tête. Y a-t-il une différence entre les deux? Oui, la migraine, c'est un type de céphalée. Parce qu'on a des céphalées qui sont aiguës, qui peuvent être brutales. Et quand c'est comme ça, il faut voir, il y a une cause. Quand c'est brutal, aigu, on peut avoir une cause, notamment un accident vasculaire cérébral. Et on peut aussi avoir des céphalées chroniques qui peuvent évoluer par épisode. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, qui se répètent de la même manière. Là, on peut parler de migraine. On a aussi des céphalées qui augmentent d'intensité au fur et à mesure, ce qu'on appelle les céphalées progressives. Et là, ça peut être lié à une tumeur du cerveau. Pour le professeur Dabilgou, le traitement de la migraine se repose sur la prise d'analgésiques. La prise de ces médicaments préventifs peut aider à gérer les migraines. Il y a ce qu'on appelle le traitement de la crise. Le traitement de la crise, la personne a mal, ça c'est le traitement de la crise. Il y a des médicaments qui sont réputés pour être des médicaments de la crise. Et il y a aussi le traitement de fond. Le traitement de fond, lorsqu'on a beaucoup de crises de migraine, donc le traitement de fond va viser à espacer les crises de migraine. Par exemple, quelqu'un qui a 10 crises de migraine par mois, lorsqu'on va mettre le traitement de fond, au lieu d'avoir 10 crises, ça va se limiter à 2 ou 3 crises par mois. Il faut noter aussi qu'un mal de tête peut survenir en raison du manque de sommeil, du stress ou encore de l'exposition à un bruit fort. Cependant, si ces maux de tête se répètent de manière rapprochée, le neurologue invite la population à prendre attache à un spécialiste et d'éviter l'automédication. Après 4 jours de promotion et de valorisation des produits cosmétiques et de la beauté africaine, le CIBEA, Salon international de la beauté africaine, a refermé ses portes. Une première édition qui a réuni à Ouagadougou une centaine d'acteurs et de professionnels exerçant dans les métiers de beauté, du cosmétique et bien d'autres. Des acteurs œuvrant dans ce domaine ont été distingués à travers des attestations de participation, de reconnaissance et de mérite. Les détails, c'est avec Alexis Belemnaba.
Débutait le 2 novembre, les rideaux de cette édition 2023 du CIBEA, le Salon international de la beauté africaine, sont tombés. Un événement qui a magnifié les acteurs et professionnels exerçant dans les métiers de beauté, du cosmétique entre autres. Était au menu de cette première édition un festival de beauté avec une foire d'exposition, de la gastronomie, de rafraîchissement et de prestations artistiques. Le tout couronné par la nuit de la beauté tenue au cours de la nuit du 4 novembre au rythme des allocutions ponctuées par des distinctions et hommages aux professionnels dans tous les secteurs de la beauté, sans oublier le mode de défilé et la messe artistique. Pour les participants, cette cérémonie leur accorde de la visibilité dans la promotion de leurs produits. Je suis très honorée par cette attestation et je suis également satisfaite de ma participation à cette première édition du CIBEA qui m'a permis de faire beaucoup de connaissances, de faire connaître mon entreprise et vraiment nous espérons de meilleures éditions. Je suis très contente qu'ils continuent à faire ainsi. En tout cas, c'est un bon exemple pour le Burkina Faso. Que Dieu les accompagne. Paris réussi pour le commissaire général du CIBEA. Premier du genre, ce salon a tenu toutes ses promesses, selon Zakaria Bandé, dit Jaken, dont la satisfaction est affichée au regard de la mobilisation. C'est satisfaisant parce qu'on a pu engranger un grand nombre de participations pour une première édition, enregistrer pas moins de 40 stands pour exposer certains exploits. Et comme vous le constatez au cours de cette soirée, c'est un guichet fermé au cours de cette soirée. Il y a plusieurs personnes auprès de qui même on va s'excuser qui n'ont pas eu la place. Donc c'est une manière pour nous en tout cas de dire que nous sommes fiers d'avoir réussi cette organisation, d'autant plus que c'est une activité qui a connu de l'engouement. Au total, une quarantaine de personnes ont été distinguées à travers des attestations de participation, de reconnaissance et de mérite. Rendez-vous est déjà pris en 2024 pour la prochaine édition. On termine ce journal en sport. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. 25 joueurs sont sélectionnés pour affronter la Guinée-Bissau et l'Éthiopie. Le sélectionneur Hubert Velud a présenté sa liste ce mercredi au cours d'une conférence de presse. Sur cette liste, Bertrand Traoré signe son retour avec Hassan Bandé. On note également l'absence de joueurs comme Mahamadi Bangré. L'ambition de Hubert Velud est d'engranger des points pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Le compte-rendu est signé Assami Thiemtouré. C'est sans grand changement que le sélectionneur a donné la liste des 25 joueurs retenus pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais il y a le retour du capitaine Bertrand Traoré et Hassan Bandé, empêchés à la dernière convocation suite à un problème administratif. Hubert Velud compte pendant le stage à Marrakech pour finir des réglages et l'objectif pour lui, c'est de pouvoir aller à la Coupe du Monde. L'objectif, c'est d'aller en Coupe du Monde dans un groupe difficile, c'est vrai, avec un favori qui peut se détacher un petit peu, mais peut-être qu'on peut beaucoup inquiéter ce favori. Donc moi je dis que notamment ce début de compétition, on veut bien commencer parce qu'on veut bien lancer le championnat. Mais je vais même plus loin, c'est-à-dire en 2 ans, au niveau de l'équipe, au niveau de l'effectif, au niveau de l'équipe, au niveau peut-être d'autres choses, il peut se passer tellement de choses, ça peut être variable. Il peut y avoir un changement générationnel, on ne sait pas. Mais le début est important. Et pour avoir la première qualification, le Burkina Faso affronte la Guinée-Bissau le 17 novembre prochain et le 21 novembre contre l'Éthiopie. Hubert Velud dit être averti des enjeux de ces deux oppositions. Les Bissau, déjà, il faut savoir qu'ils viennent de prendre, j'ai noté ça ce matin, par rapport au dernier match, ils viennent de prendre Carlos Mendes Gomez, qui est un joueur de Bolton, très bon joueur, du championnat anglais, qui n'était pas là avant. Et également, ils viennent de rappeler Mama Baldé, qui est un joueur de Lyon, qui est un très bon joueur aussi. Donc bien sûr, la Guinée-Bissau, déjà pas petit pousset, la première chose. Une équipe que je connais un peu, qui fait tout le temps la CAN, qui est quand même régulier à un certain niveau africain. Donc à prendre très en considération, mais comme toutes les équipes du groupe, à mon avis, maintenant les petits poussets en Afrique, il n'y en a plus beaucoup.
Non, c'est un match très important pour nous. Premier match de qualification. Mamadi Bangré de Toulouse est absent pour ce début des éliminatoires sur un choix personnel de Vélude. Edmond Tapsoba, annoncé par son club Leverkusen, indisponible, est convoqué tout de même. Il est convoqué, donc je ne peux pas en savoir plus, surtout si vous me dites que le communiqué de Leverkusen est tombé ce matin. Donc à l'heure où je vous parle, Edmond il est dans la liste. De toute façon, il ne faut pas oublier que les règles FIFA demandent à ce que le joueur vienne faire constater sa blessure, s'il y a blessure. Donc il y a notre docteur, notre service médical qui sont là pour ça. Donc là, je ne peux pas faire plus de commentaires puisque à l'heure où je vous parle, Edmond il est dans la liste. Le stage des étalons débute 4 jours avant le premier match pour permettre aux joueurs de mieux s'adapter. C'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Truth TV.